Donc, je suis Léon Robichaud, professeur d'histoire à l'Université de Sherbrooke, co-directeur du laboratoire d'histoire et de patrimoine de Montréal. Donc, bienvenue à toutes et à tous. Je vois que nous sommes un très beau groupe avec 28 participants jusqu'à maintenant. C'est un plaisir pour moi de présider cet événement qui met en valeur une diversité d'aspects de l'histoire, du patrimoine et de l'archéologie de Montréal à l'époque où la ville était la capitale de la province du Canada. Nous avons la chance parmi nous d'avoir des personnes qui ont consacré beaucoup de temps et d'énergie pour mener à terme un projet de grande envergure qui couvre tous les aspects de cette brève période de l'histoire de Montréal. Tout d'abord, Joanne Burgess, professeure au département d'histoire à l'UQAM et directrice du laboratoire d'histoire et de patrimoine à Montréal, présentera la collaboration entre Pointe-à-Calière et l'UQAM, ainsi que les divers projets qui en ont découlé. Louise Potier, conservatrice et archéologue en chef à Pointe-à-Calière, présentera ensuite le livre même et la richesse archéologique du site. François Gignac, archéologue à la même institution, traitera des questions de modélisation 3D ainsi que de l'architecture. Hendrik van Giesehem, archéologue aussi à Pointe-à-Calière, a grandement contribué au projet, mais ne pourra malheureusement pas se joindre à nous, ayant une autre obligation ce midi. Donc, je vais laisser nos conférencières et conférenciers nous présenter le projet, un projet qui est très riche et original, et je reprendrai ensuite la parole à la fin pour diriger la période de questions. Alors, Joanne? Merci Léon, bonjour à tous, à toutes. L'ouvrage Montréal-Capitale est l'aboutissement d'un long projet de recherche dans le cadre d'une collaboration entre le Laboratoire d'histoire et de patrimoine de Montréal, de l'Université du Québec à Montréal et Pointe-à-Calière. J'aimerais prendre quelques minutes pour rappeler comment ce projet a pris forme et présenter ses principaux volets. Donc, les origines du projet. Depuis la création du laboratoire, il y a maintenant plus d'une quinzaine d'années, Pointe-à-Calière est un de ses partenaires et ensemble, nous avons mené plusieurs projets modestes dès le début, donc entre 2006 et 2011. En 2011, une conjoncture particulière va favoriser l'élaboration d'un projet plus ambitieux, donc le projet dont on vous parle aujourd'hui. En 2011, cette conjoncture comporte deux éléments. D'abord, Pointe-à-Calière mène alors un important chantier de fouilles sur le site du marché Parlement et évidemment est emballé et intrigué par ces découvertes. Et ensuite, au même moment, le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada, un important organisme subventionnaire pour les chercheurs en histoire, lance un nouveau programme de subvention de partenariat qui, pour la première fois, va accorder des subventions substantielles à des équipes qui réunissent des chercheurs universitaires et des partenaires du milieu, des subventions sur plusieurs années qui permettent d'envisager des projets de recherche et de diffusion des connaissances ambitieux. Le laboratoire et ses partenaires vont alors formuler un programme de recherche aux multiples chantiers et déposer une demande de financement au CRSH, demande qui va recevoir une réponse favorable. Le chantier de recherche le plus ambitieux, je pense, ou certainement parmi les plus ambitieux du partenariat, qu'on nomme alors Montréal, plaque tournante des échanges, et qui va être financé, donc le partenariat est financé de 2012 à 2017. Le chantier le plus ambitieux est sans doute celui qui va réunir Louise Potier, Alain Roy, qui n'est pas avec nous aujourd'hui, et moi, avec un apport essentiel de Léon Robichaud. Et c'est donc que va naître le projet Marché Sainte-Anne, Parlement de la province du Canada, en 2012. Ce projet se déploie en 4 volets. Donc, nouvelle diapo, s'il vous plaît. Donc, le premier volet, il s'agit d'abord de documenter l'histoire du marché Sainte-Anne entre 1820 et 1843, en retraçant le long cheminement du projet, donc dès 1820 jusqu'au début des années 30, puis la construction du bâtiment, sa gestion et la riche vie commerciale et sociale qui va animer le lieu. Et j'ai eu la chance et le plaisir de diriger ce volet du projet. Le second axe du projet, encadré par Alain Roy, est extrêmement riche. Il s'intéresse à la vie parlementaire qui se déploie dans l'ancien marché entre 1843 et 1849. Également à l'administration publique moderne qui se développe alors, à l'impact du statut de capitale sur le cadre urbain montréalais, et enfin, et c'est non le moindre des éléments, aux événements de 1849 et à leurs séquelles.
Le partenariat Montréal Plaque tournante des échanges accordait une grande importance aux humanités numériques et cherchait à exploiter le potentiel du numérique pour soutenir et enrichir la recherche en histoire et en archéologie. Et au fil des années, donc dès 2012 jusqu'en 2017 et même après, avec le soutien de chercheurs postdoctoraux, on a eu le privilège d'accueillir 2 chercheuses, en fait, postdoctorales, et de spécialistes en géomatique, notamment Laura Barreto, qui est encore au sein du laboratoire. Le numérique a contribué de plusieurs façons au projet. Il a contribué aux premières tentatives de reconstitution 3D, 4D du marché Parlement. Ensuite, il a contribué à la cartographie des pétitions en réponse à l'incendie de 1849. Et c'est ce que vous voyez ici à l'écran. C'est une capture d'écran de cet effort de géolocalisation et de visualisation que vous pouvez aussi explorer sur le site du laboratoire si cela vous intéresse. Enfin, grâce aussi à un soutien du ministère de l'Économie et de l'Innovation du Québec, le numérique a contribué au développement d'un outil d'analyse et de visualisation des collections archéologiques dont vous entendrez parler un peu plus par la suite. Et donc, cette composante numérique constitue en quelque sorte le 3e acte du projet. Et enfin, sous la direction de Louise Potier, le dernier acte du projet intègre des travaux, évidemment les résultats des premiers chantiers de fouilles, mais aussi de chantiers ultérieurs, des travaux et des recherches menées pour découvrir et analyser les traces matérielles associées au site. Et vous entendrez davantage parler de ces traces dans toute leur variété et leur complexité. Donc, il s'agit de milliers d'artefacts qui témoignent des diverses couches du passé qui sont réunies en ce lieu. Donc c'est une évocation très rapide des origines et des différents volets du projet, mais je pense qu'il témoigne du fait que l'ouvrage Montréal-Capitale est vraiment le fruit d'une collaboration exceptionnelle. Bon, évidemment, je suis très biaisée, mais il me semble exceptionnel qu'on ait réuni sur une si longue durée et dans des conditions aussi agréables et favorables, une rencontre entre l'histoire, l'archéologie et les humanités numériques. Chaque volet du projet a été enrichi par les échanges soutenus que nous avons eus dans le cadre de ce qui est pour moi une expérience, qui demeure pour moi une expérience de recherche passionnante. Et je passe maintenant la parole à Louise Potier. Alors, bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup, Joanne. Alors, effectivement, Joanne, ça fait bien le pont pour parler de ce grand chantier archéologique. Il est situé à la place Diouville, à l'angle de la rue McGill. Donc, je pense que ceux qui connaissent bien Montréal peuvent se repérer assez facilement avec cette photo. C'est un site qui est très grand, immense, fait 100 mètres de long par environ 20 mètres de large. En son centre, ce qu'on voit, l'élément central, c'est la surface remblayée de l'égout collecteur et de part et d'autre, ce sont les aires de cellier. Et au centre de ce bâtiment-là, il y avait un corps central un petit peu plus large que les ailes ouest et est. Alors, on va le découvrir tranquillement au fil de la présentation. Alors, c'est un site qui a été investigué par Pointe-à-Calière depuis 2010. En fait, on a fait quelques petites campagnes, mais 3 grandes campagnes de fouilles en 2011, 2013 et la dernière était en 2017. Et le corpus matériel, les découvertes qui ont été faites sur le site, à la fois sur l'infrastructure et la culture matérielle, les artefacts et écofacts qui ont été recueillis sur le site, c'est absolument formidable. C'est un site qui a toutes ces traces d'occupation et qui recelait environ 350 000 objets recueillis au fil des interventions sur le site. Il faut dire que c'était auparavant un stationnement propriété de la Ville de Montréal. Donc, on est en complicité avec la Ville pour faire ce projet-là. Et vous allez voir la finalité. Dès le départ, on ne faisait pas des fouilles pour fouiller. Un des objectifs majeurs, c'était d'aller vérifier l'état d'intégrité, la nature des occupations, la richesse, évidemment, et puis d'envisager éventuellement
la mise en valeur de ce grand site d'importance nationale pour Montréal. Alors, au fil des ans, avec le partenariat qui a donné lieu avec l'UQAM, avec l'équipe de Joanne Alain Roy, c'était en 2015, on commençait déjà à imaginer l'énorme potentiel de diffusion que ces découvertes pouvaient avoir. Et on rêvait déjà de faire une synthèse, de publier une synthèse de ces découvertes-là. Le partenariat s'est officiellement terminé en 2017-2018 à la suite de la subvention du CRSH. Mais pour le musée, les recherches ont continué. Et à partir de 2017, qui a été, je pense, la plus grande campagne de fouilles, on a mis au jour de nouvelles données, de nouvelles connaissances, et on a poursuivi la restauration de ce grand corpus d'objets qui est loin d'être terminé. Je pense qu'on en a encore pour des années et peut-être même une vie professionnelle. Moi, je suis un peu plus âgée que François, mais je pense que François, il y a encore de belles années de travail devant lui. Vous allez le voir tout à l'heure. Donc, c'est en 2020, on a décidé de passer à l'action. Donc, est né le projet Montréal-Capitale pour valoriser autant les découvertes dans les sources historiques que les découvertes archéologiques, évidemment. Vous voyez un peu la localisation de ce site qui est quand même une position stratégique dans le complexe muséal de Pointe-à-Calière. À l'extrémité est, il y a l'éperon, l'ancienne douane, la place Royale et la maison des Marins. Avec juste derrière l'éperon, c'est le petit dernier qui est arrivé, le pavillon du fort de Ville-Marie. Au centre, tout le long de la place Diouville, en souterrain, c'est l'égout collecteur. Vous allez voir le rôle primordial que cet égout va jouer dans l'histoire du site. Et à l'extrémité, la portion ouest de la place Diouville, le site du marché Sainte-Anne et du Parlement de la province du Canada. Donc, ça vous positionne dans la ville. Alors, on a réuni une vingtaine, en fait, plus exactement 22 collaborateurs, collaboratrices autour de ce projet, autant des archéologues que des historiens et même un anthropologue avec Roland Viau. Tous ne sont pas partie prenante du partenariat avec le laboratoire et Pointe-à-Calière. Il y a des partenariats qui se sont ajoutés avec le temps, notamment avec l'Assemblée nationale, Christian Blais et d'autres chercheurs de l'Assemblée nationale, d'autres historiens. Et il y a des chercheurs aussi par leur objet de recherche. Par exemple, Marianne Poutanen qui travaillait beaucoup sur les femmes au 19e siècle. Dan Horner sur les violences sur la place publique aussi au milieu du 19e siècle. Donc, on est allé chercher des têtes chercheuses, si on veut, qui pouvaient contribuer à enrichir le propos sur l'épisode de Montréal-Capitale. Alors, les thèmes qui vont être couverts, c'est une approche qui est chronothématique. Alors, on explique vraiment la genèse avant qu'on puisse construire un marché sur ce site. On explique autant de la Petite Rivière. Donc, vous voyez la Petite Rivière qui va devenir la place Diouville aujourd'hui. Donc, qui va jouer un rôle extrêmement crucial à la fois dans l'histoire de Montréal, mais dans l'histoire de ce site en particulier. Et donc, on raconte, c'est la pré-capitale, si on veut, c'est tout ce qui précède l'urbanisation autour de la Petite Rivière. Donc, c'est un chapitre quand même qui met la table pour le chapitre qui va suivre, qui est l'origine, en fait, autant du marché Sainte-Anne, un chapitre qui va faire l'objet en particulier la collaboration de Joanne, qui va nous expliquer la genèse du marché, qui réservait quand même des surprises assez intéressantes. Alors, on explique la construction du bâtiment aussi, les fonctions à l'intérieur du bâtiment de ce marché. Il faut savoir que c'est le plus grand, à l'époque, c'est le plus grand bâtiment de Montréal, le plus grand bâtiment civique de Montréal, après le bâtiment religieux qui est l'église Notre-Dame. Et c'est le premier marché intérieur aussi construit à Montréal. Alors, on arrive à un monde en changement. Donc, on rentre dans la sphère davantage politique dans la publication où on parle des rébellions. En fait, on explique entre les rébellions et
et le rôle de Montréal comme capitale, c'est un épisode qui est quand même qui a beaucoup de pages obscures. Donc, on explique sur le plan politique comment les institutions se mettent en place et qu'est-ce qui arrive avec justement l'union du Haut-Canada et du Bas-Canada à la suite des rébellions, l'importance, le rôle des gouverneurs généraux dans ce changement de politique, le passage d'un État de régime, d'ancien régime, de régime colonial, à un État libéral moderne. Donc, c'est le chapitre où on explique cette situation politique qui va évoluer grandement. Alors, on rentre dans le vif du sujet. En 1844, le marché Sainte-Anne est réquisitionné, donc va devenir le Parlement. Et le rôle de capitale à Montréal va avoir un impact majeur sur les différentes institutions qui vont se mettre en place, sur la population aussi. Montréal va augmenter de population d'environ 10 en raison de sa nouvelle fonction, son nouveau statut. Des institutions qui se mettent en place, l'hôtellerie, des journaux qui se multiplient. Donc, on explique en gros le visage de Montréal qui se transforme considérablement sous le rôle, le nouveau statut de capitale. Alors, on explique que là, on était dans la ville et on entre au Parlement. Alors, on explique en quoi va consister les nouvelles fonctions, la transformation de marché en Parlement. François va vous en parler un petit peu plus en détail avec la modélisation. Donc, on a eu quand même beaucoup de plaisir à essayer de comprendre à la fois sur le terrain et dans les archives comment cette transformation-là s'est imposée, qu'est-ce que ça a eu comme impact sur le site. Au fur et à mesure. Alors, quand tout bascule, c'est évidemment la fin dramatique du Parlement de Montréal, le 25 avril 1849, une émeute qui éclate le soir de cette journée du 25 avril. Les Tories anglophones qui sont en colère contre la signature d'une loi pour indemniser les victimes des rébellions de 37-38. Alors, ça dégénère complètement, mais on explique aussi tout le contexte géopolitique à cette époque-là, que ce soit en Europe ou en Amérique du Nord et bien sûr au Canada. C'est pas une situation qui est uniquement politique, c'est pas à sens unique. C'est une multiplicité de facteurs qui va expliquer que l'incendie de ce Parlement-là. Alors, ça nous permet aussi de comprendre les grands enjeux d'une époque où la sphère politique changeait complètement. Une des avancées intéressantes qui avait été amorcée avec le laboratoire d'histoire des patrimoines, c'est la géolocalisation à partir de la carte de James Kane en 1844-46. On est allé un petit peu plus loin avec Alan Stewart pour positionner des institutions, que ce soit les institutions publiques, politiques, les journaux, le commerce, les banques, le transport, les hôtels et les lieux de culte. Et on ne l'a pas, mais dans la publication, vous trouvez aussi à la fin une carte qui est un peu la carte miroir, mais le Vieux-Montréal aujourd'hui avec ce qu'il en reste de ces institutions-là. Alors, le dernier chapitre qui clôt le livre, c'est les pertes et les redécouvertes. Parce que l'incendie a été comme un peu une chance ou un privilège, en fait, de permettre la conservation des données archéologiques. Ça a été une capsule temporelle extrêmement importante. La redécouverte a été possible, en fait, la conservation de ce site-là, qui est un site, on l'a mentionné tout à l'heure, qui est extrêmement important, extrêmement grand dans l'espace. La présence de l'égout collecteur en son centre, vous voyez ici un plan de 1832. On va choisir, on va décider de transformer la petite rivière, de l'envoûter en fait, parce qu'elle était devenue une nuisance publique, un problème d'hygiène et de santé publique à Montréal par la pollution des eaux. Donc, on va envoûter la rivière et l'envoûtement va aussi permettre
la construction du marché. Peut-être que Joanne me contredirait en disant non, 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 on a envoûté la rivière parce qu'on a voulu construire un marché sur l'espace. C'est l'œuf ou la poule. Je pense on pourrait, ça fera éventuellement l'objet de débats un peu de sémantique. Je pense que Joanne, elle a beaucoup d'arguments en faveur de on cherche un espace pour construire un grand marché et cet espace libre et ouvert est extrêmement adéquat pour faire ça, mais ça va obliger les architectes et les ingénieurs à concevoir quelque chose qui est assez unique. C'est le premier cas d'espèce en Amérique du Nord et il y a très peu d'exemples ailleurs dans le monde contemporain. Donc, on est dans les années 1830 où on va construire un bâtiment dans le lit d'une rivière, quand même, même si elle est assez peu profonde, elle est quand même, conséquente. Là. Les fondations du bâtiment vont aller jusqu'à 5 mètres de profondeur. Donc, vous voyez le bâtiment avec les différentes couches archéologiques. Et en fait, ce qu'on pourrait dire, c'est que la construction du marché au-dessus de l'égout, ce qui est particulier, c'est que cet égout-là est resté en fonction jusqu'en 1989. Donc, il n'a été désaffecté qu'à ce moment-là. Donc, c'est tout récent, à peu près au même moment où on construisait le musée de Pointe-à-Calière. Et la présence de cet égout, de cette infrastructure publique, va faire en sorte que, à part une exception, en 1851, après la destruction du Parlement, on va reconstruire, mais sur les mêmes fondations, exactement les mêmes fondations. On va reconstruire un autre marché Sainte-Anne qui va durer un demi-siècle jusqu'à sa destruction en 1901. Mais la présence de cet égout en plein centre va décourager beaucoup de projets de construction ultérieurs. On va se dire, bon, mais il y a un égout principal de la ville de Montréal sur le site. Donc, dans les constructions du 20e siècle, généralement, ça prend des fondations conséquentes, ce qui n'était pas le cas au 19e. Alors, on se garde une gêne et la présence de l'égout va permettre la préservation du site pendant toutes ces années, jusqu'à nos jours. Donc, vous voyez ici, on est à peu près dans le fond d'un des celliers, au niveau des celliers. Un site donc très profond avec une déposition des sols très bien. La lecture est relativement facile, sauf peut-être dans l'interface marché-parlement. Il y a des ambiguïtés qui ont été observées sur le terrain. Mais comme je vous le disais, c'est un site quand même extrêmement important, extrêmement riche en matières premières de culture matérielle. Alors, voici l'état de l'égout à l'emplacement du marché Parlement. Donc, c'est un égout qui est extrêmement monumental. On voit à l'extrémité, il y a 3 personnes qui se tiennent debout au centre. Ceux qui connaissent bien le musée savent qu'on a mis en valeur une première partie qui va jusqu'au fort de Ville-Marie, mais cet égout se poursuit jusqu'à McGill dans un état de conservation absolument remarquable. Ça reste un monument, un joyau du patrimoine de Montréal qui est absolument unique en son genre. Alors aujourd'hui, bon, vous voyez la diapositive en haut à gauche. Après la destruction du marché Sainte-Anne, la dernière génération de marché Sainte-Anne, on va transformer ce lieu-là après une brève incursion en aménagement, un espace urbain. Ça va devenir un terrain de stationnement dès les années 20. Qui va perdurer jusqu'en 2010, jusqu'au moment où le musée va entreprendre des fouilles archéologiques. Dans sa partie est, que vous voyez, c'est un aménagement paysager qui a été fait par l'équipe de Claude Cormier. Une petite caricature qui est quand même assez amusante dans la Gazette, sachant que la Gazette a été un des journaux qui a suscité l'appel à manifester le soir du 25 avril 1849. Alors, quand on a lancé les dernières fouilles en 2017, ils ont fait une petite caricature assez humoristique, mais qui touche la cible
Une des dernières choses que je voulais présenter pour vous ce matin, ce midi, c'est un des projets qu'on a fait avec Léon, mais aussi avec l'équipe du laboratoire. Magnifique projet schéma de géolocalisation de la culture matérielle. Le site est tellement immense, tellement grand, avec une profusion d'artefacts de collection. Et cet outil-là nous permet, en un clic, de savoir quelle fonction, quels matériaux on retrouve à tel endroit. Donc, ça nous permet de reconstituer une mise en fonction de l'édifice, que ce soit par strate. Donc, c'est même en niveau de profondeur. Donc, selon qu'on est au niveau de la petite rivière, au niveau du premier marché, au niveau du Parlement ou au niveau du dernier marché. Alors, c'est un outil qui est extrêmement utile et c'est une belle innovation qu'on a mise au point avec l'équipe du laboratoire. Et je passe maintenant la parole à François. Bonjour à tous, je vais vous parler assez rapidement du projet de modélisation 3D qu'on a repris en 2019 assez activement avec un collaborateur, un architecte et un artiste de la 3D, Guy Lessard, avec sa compagnie Architruc. On a utilisé beaucoup ce modèle 3D-là pour illustrer l'ouvrage Montréal-Capitale. Donc, pour ceux qui ont parcouru le livre, les images sont tirées de ce modèle interactif 3D-là. Donc, on était guidé un peu dans notre motif aussi pour comprendre, parce que, comme Louise a expliqué, le site est extrêmement grand, plus de 100 mètres de long. On a 350 000 artefacts là-dedans. On a une transformation de marché à Parlement. Donc, ça devient très difficile des fois de comprendre qu'est-ce qui se passait où dans le bâtiment. Donc, on a entrepris une grande entreprise de modéliser ce bâtiment-là. Donc, bien entendu, la modélisation 3D va commencer sur le site. C'est là qu'on va mesurer les vestiges, qu'on va comprendre comment ils s'imbriquent l'un dans l'autre, qu'on va comprendre les proportions, qu'on va même voir les ouvertures, les anciennes portes, les anciennes cheminées, les murs de refend, parce que le bâtiment, il y a deux ailes avec un corps central au centre, avec l'égout qui passe au milieu. Donc, on a été capable, en fait, de mesurer en grande partie grâce à un décapage de surface de tous les vestiges. Donc, ces mesures-là, cette expertise-là sur le site archéologique même va nous donner des bases solides, en fait, pour commencer notre modèle 3D. Bien entendu, on n'a que les fondations, donc on est assez chanceux puisque les plans de construction du marché Sainte-Anne sont conservés à la BNQ. Donc, c'est 4 feuillets. On a chaque étage du marché et puis, en fait, c'est le plan de la charpente. Donc, comme on a les fondations de pierre qui ont été révélées par l'archéologie, on suit sur les plans et devis de construction de la charpente du marché pour ajouter des textures, pour voir quel type de bois va être utilisé pour la charpente, pour le toit, pour les planchers, pour les divisions des celliers et même pour les escaliers. Et tous les détails. On sait que les portiques étaient en bois, que les fenêtres, c'était des fenêtres à guillotine. Donc, on a beaucoup d'informations comme ça qui vont vraiment nous aider à monter plus haut que les fondations. Ensuite, on a des descriptions aussi de l'intérieur. Je pense à Schlager de Picton, 1839, qui décrit, qui dit, bon, au rez-de-chaussée, on a les bouchers, on a les portiques, on a des grandes salles à l'étage. Donc, toutes ces descriptions-là nous aident en fait à créer un modèle qui va plus haut, qui va plus loin que le vestige archéologique, qui n'est pas simple, mais que le vestige archéologique lui-même. Donc, on voit ici dans cette coupe transversale du marché, on voit les différentes associations qui sont faites. Donc, on sait que le rez-de-chaussée, c'est surtout des bouchers qui vont être installés au rez-de-chaussée. Les portiques, de part et d'autre, c'est le marché à poissons, le marché à volailles. Les celliers qui se retrouvent au niveau de l'égout vont être loués à différentes personnes qui vont pouvoir faire différents types de magasins. Je vais vous en montrer un exemple un petit peu plus tard. Et puis, les salles à l'étage qui vont être louées à des particuliers et la grande salle au centre qui va servir beaucoup pour des événements d'organisation sociopolitique. Comme Louise a mentionné, le marché Sainte-Anne, c'était le bâtiment civique le plus important de Montréal à cette époque-là.
Donc, je vais vous montrer certains visuels tirés de la publication Montréal Capitale. On est devant les étals de boucher. Et puis, au niveau du marché à poissons, on a recréé, vous voyez qu'on a été capable de recréer un peu l'atmosphère sans aller dans l'ultra-réalisme. On a essayé de recréer l'atmosphère qu'on pourrait s'attendre à retrouver dans un marché. Pour ce qui est des détails, on va les ajouter beaucoup avec la collection d'artefacts, avec les objets qu'on va trouver au niveau des caves, mais aussi pendant les fouilles. Donc, je pense aux crochets de boucher qui vont être modélisés à partir des objets, certaines parties des lampes aussi, c'est des lampes qu'on a trouvées, c'est des bouts, on n'a pas trouvé les lampes au complet, mais certaines lampes, je pense aux cruches, également aux os qui ont été trouvés. Hein. On a trouvé des milliers d'ossements, des chaises justement de boucherie, donc ils nous indiquent qu'il y avait du porc, du bœuf, du mouton, mais du côté des poissons aussi, du saumon, des huîtres, je pense à la barbotte, comme un poisson rédiable. Donc, c'est grâce aussi aux données archéologiques qu'on va agrémenter, qu'on va essayer de meubler ce grand édifice-là. Côté des celliers, on a ici une taverne, et on croit, avec l'étude de la collection, qui se serait trouvée du côté nord du temps central. Donc, on a encore une fois modélisé certains objets comme des bouteilles de bière, les dominos qu'on a trouvés dans ce secteur-là du site. La diapositive en bas à droite, c'est un aperçu de la grande salle à l'étage du corps central. Je ne sais pas si on voit bien, mais dans le fond, on a reconstitué ici le corps bâti, c'est-à-dire que c'est la chapelle des Sacrés qui est aujourd'hui au niveau de la rue Sainte-Claire. Donc, c'est beau, comme je vous avais vu avec les plans, on a été capable de reconstruire le marché assez facilement. Maintenant, il fallait nettoyer le tout, puis le transformer en parlement. Donc, on est parti vraiment de la base. Comme les modifications effectuées en 1844 pour transformer le bâtiment pour en faire le parlement n'ont pas laissé de traces au niveau des fondations, on a dû chercher ailleurs. Heureusement, l'architecte des travaux publics, George Brown, il va laisser derrière lui 4 pages de pattes de mouche que vous pouvez voir à droite. C'est un jargon architectural assez archaïque. On est bien entouré, on a des amis, donc ils nous ont aidés à traduire ce texte-là, ce qui nous a aidé en fait à modéliser l'espace plus en détail. Grâce aussi aux descriptions des pas, parce que bon, il n'y a pas beaucoup d'iconographie, hein. Il y a un croquis de l'extérieur, il y a les 2 images des salles parlementaires qui sont à l'étage, mais sinon, pour tout ce qui est du rez-de-chaussée, ce qui est derrière ces salles-là, on n'a aucune idée de la disposition des pièces parce que le plan de George Brown a disparu. On ne l'a pas encore trouvé. Il est peut-être caché quelque part dans un tiroir à Ottawa. On espère toujours le retrouver. Mais bon, donc, c'est avec aussi, en étudiant les découpures de journaux, certaines descriptions d'époque de témoins de l'incendie, 125 dépositions qui ont été enregistrées suite à l'incendie, qu'on est capable de positionner, je pense à la buvette ici qui est derrière, ou même au portique en bois où il entreposait des papiers. Donc, c'est tous des petits détails comme ça qui vont faire qu'on est capable de reconstituer grosso modo l'intérieur de cet immense bâtiment. Donc, rez-de-chaussée, vous avez un aperçu du marché un peu trop propre ici en bas à droite, mais un aperçu du marché avec les étals de boucher qui vont être transformés en bureaux pour les écrivains parlementaires, mais aussi en salle de réunion dans les ailes est et ouest. On a une image ici, la salle du conseil, qui est grandement basée sur la peinture de Maurice qui a été faite de cette salle-là avec les portraits de Georges III et Georges IV. Derrière le trône, il y a un passage secret, qui nous amène vers des bureaux, mais aussi la bibliothèque du Conseil législatif qui était accessible par le passage derrière le trône. La salle de l'Assemblée législative, ornée avec le trône et les armoiries de Grande-Bretagne. Louise vous en parlera un petit peu plus en détail. Derrière cette dernière, on trouve la fameuse buvette, cette espèce de bar, en fait, qui était réservée aux parlementaires et à leurs invités. On sait par les journaux d'époque, par exemple, les parlementaires ils quittaient souvent pour aller se prendre un petit brandy and water dans cet espace.
Donc, Louise parlait de la plateforme interactive Schéma où on peut faire une recherche par mots-clés ou par fonction ou par unité stratigraphique de ce vaste ensemble de 350 000 artefacts. Donc, c'est grâce à un peu à cet outil-là qu'on peut retracer les fonctions de certaines pièces. Comme ici, je pense à la découverte de livres dans le corps central et à l'est du bâtiment qui va nous positionner sur le site, en fait, l'emplacement des deux grandes bibliothèques. Il y avait plus de 26 000 volumes, je crois, dans le Parlement. On en a retrouvé un qui est pratiquement intact. En fait, il s'est conservé. Louise va parler du procédé de restauration de ces objets-là. C'est assez spectaculaire. Et en bas, c'est peut-être un peu illustré comme découverte. On avait des centaines de fragments de céramique de terre vitrifiée blanche qu'on a attribués à des toilettes, en fait, des sièges de toilettes qui avaient été installés là par George Brown. Donc, l'emplacement de après un grand casse-tête, ça a été quand même assez long à rapiécer ces objets-là. On a compris en fait le fonctionnement de ces fameuses toilettes parce que ce qu'on avait comme inscription, c'était des self-acting water closets, c'est des toilettes automatiques. On est quand même en 1844. Donc, la chasse d'eau était en fait activée par le siège. Donc, c'est assez intéressant. Donc, avec toutes ces données archéologiques-là et tout, et puis les données historiques, et puis nos échanges avec nos partenaires, hein, Joanne, on se souviendra qu'on est revenu souvent sur le type de poisson qu'on vendait. On vend tout mort, on vend pas tout mort au marché, on ne sait pas trop. Puis avec Alain, on a souvent parlé de la couleur des chaises de l'Assemblée législative. On ne savait pas trop si c'était vert, si c'était rouge. Donc, vous imaginez tous les petits détails dans ce modèle-là, en fait, qui suscitent beaucoup de passion chez nous tous, passionnés d'histoire et d'archéologie. En terminant, justement, j'aimerais remercier tous nos collaborateurs, surtout notre modéliseur Guy Lessard, avec qui on a travaillé sur ce modèle-là. Sinon, tout seul, on ne serait pas arrivé. Donc, merci. Nos coups de cœur maintenant. Je pense que Joanne, tu es la première à te lancer. Hein. Oui. Donc, quand Louise a évoqué la possibilité de choisir un ou deux coups de cœur, j'ai eu beaucoup de difficultés. Il faut comprendre, et donc j'ai choisi un document qui est un extrait des procès-verbaux des juges de paix de Montréal de 1825. Mais ça illustre, alors c'est plutôt la deuxième page, je ne sais pas si, oui, voilà, où on voit en fait un paragraphe, c'est un paragraphe dans lequel finalement les juges de paix réunis se mettent d'accord sur le fait qu'il faudrait faire des représentations au Parlement, à l'Assemblée, afin d'avoir l'autorisation de mettre en place le processus pour construire le marché public. Et il y a une résolution à l'effet de nommer 3 personnes comme membres du comité qui seraient chargés de rédiger la pétition qui va être soumise au Parlement. Alors, c'est un exemple. Donc, c'est un document, c'est 2 paragraphes qui sont perdus, si on veut, qui s'insèrent dans un ensemble d'éléments qui ont été discutés ce jour-là. Et ça témoigne un peu de la difficulté de la recherche historique autour du marché Sainte-Anne, du long processus qui mène à sa construction, puis ensuite sa vie, jusqu'au moment où il est acquis par la Ville de Montréal, parce qu'à l'origine, il s'agit en fait d'un projet qui est mené par des syndics. C'est une espèce de projet public, partenariat public-privé, si on veut. Et comme ça ne relevait pas directement de la Ville avant la toute fin de son existence, avant de devenir Parlement, toute cette vie et tous les projets qui ont mené à sa construction ne sont pas réunis dans un fonds d'archives. Et donc, c'est par une quête un peu comme un détective de document en document, de fonds d'archives en fonds d'archives, qu'on retrace des documents. Donc, ce document-ci est significatif, mais pour moi, il illustre davantage peut-être le coup de cœur, c'est le plaisir, la frustration et le plaisir de cette quête incessante de bribes d'informations qui vont permettre de reconstituer une histoire qui a laissé des traces vraiment éparses. Donc, je dirais c'est le coup de cœur, c'est le plaisir de la recherche et les multiples documents qu'on a pu découvrir et qui restent encore à découvrir, sans doute. Voilà. Alors, je passe la parole à... Je ne sais pas qui vient après moi, si c'est Louise ou François. Donc, me revoilà. J'ai 2 petits coups de cœur. Mon premier, c'est la collection d'artefacts et tout le travail, vous avez mentionné plutôt,
tout le travail de reconstitution et de restauration. On a notre restauratrice maison qui a travaillé avec nous, Charlotte Parent, pendant plusieurs mois à travailler sur cette vaste collection d'artefacts-là. Donc, oui, c'est 350 000 objets, mais on a travaillé dans les dernières années surtout sur la collection céramique. Tous les objets sont relativement très complets. Comme ils ont été ramassés dans les dépôts assez profonds, les objets sont presque entiers. Il faut juste les remettre ensemble. Donc, on part de milliers de fragments et on ramène ça à des centaines d'objets. Dans la dernière année et demie, on a recréé 200 nouveaux objets, ce qui nous a permis de jeter un regard très, très particulier et très, très pointu sur les ensembles céramiques qui nous ont menés à mon deuxième coup de cœur, c'est-à-dire les propriétaires de ces objets-là. Bon, le premier, le personnage R.P. Isaacson, surnommé Dolly, que vous voyez sur la gauche, lui, en fait, on n'a pas retrouvé ces objets encore, mais c'était le tenancier de la buvette du Parlement. Donc, c'est un personnage qui n'était pas vraiment... on savait qu'il y avait une buvette au Parlement, mais on ne savait pas c'était qui tenancier. Puis, en fouillant dans les journaux, on a lu cet article qui disait que les parlementaires il y avait un parlementaire qui prenait trop de temps à faire un débat, puis c'était le député de Drummond, puis il parlait, tellement que la salle s'est vidée, qu'ils sont allés au bar à Dolly. En lisant Dolly, c'est qui Dolly? Et on s'est rendu compte finalement que c'était un Tory, c'est R.P. Isaacson. Et donc voilà, c'est un personnage qui est né en fait de nos recherches. Comme ça. Puis ça, un autre personnage, André Leroux du Cardinal, on savait qu'il était chef messager au Parlement, mais dernièrement, on s'est rendu compte qu'on aurait possiblement découvert son logement. Donc, tous ces centaines de fragments de vaisselle et ces objets que vous voyez sur la droite, un service à thé pour enfants, parce qu'il y avait sa petite fille qui habitait aussi avec lui. Et puis, un bénitier, objet personnel, qui a été retrouvé dans un secteur du Parlement, en fait, qu'on se disait, mais qu'est-ce que ça fait maintenant? Donc, voilà, Louise, je te cède la parole, parce que le temps file. Oui, on peut passer à la suivante. Alors, je pense c'est probablement un des coups de cœur aussi du public, les livres brûlés. Nous, ça a été une révélation. Les premiers ont fait surface en 2013 lors de cette campagne de fouilles-là. Et on a été extrêmement surpris. On ne s'attendait pas à trouver des fragments de la bibliothèque qui a été incendiée en 1849. On a retrouvé environ, dans le corps central, environ 35 amas de livres, dont on a vu un qui était assez complet. Et cette page qu'on voit à gauche est tirée de ce bloc qui a été restauré. En fait, la restauration s'est faite à l'Institut canadien de conservation à Ottawa. C'est le seul endroit au Canada où on peut faire ce type de traitement-là. C'est un traitement au parilène, c'est-à-dire que après l'assèchement, le nettoyage et l'assèchement des papiers, parce qu'ils sont retrouvés dans des niveaux extrêmement humides, dans la boue, là, vraiment dans des conditions extrêmement difficiles. Alors, ils sont asséchés par congélation et ensuite nettoyés et ensuite mis dans une machine qu'on appelle une machine pour introduire du parilène. C'est comme un enduit qui donne une certaine consistance au papier qui nous permet de manipuler avec beaucoup de soin, mais de manipuler, de prendre des photos, ce qui nous a permis d'identifier certains des documents. Donc, le processus d'identification est toujours en cours et même la restauration de livres de la bibliothèque du Conseil législatif a été mise au jour en 2017. En même temps que deux objets vraiment symboliques de l'institution, le sceau de l'Assemblée législative au centre et à droite, le sceau de la bibliothèque du Conseil législatif. Alors, ce sont deux pièces absolument remarquables qui ont été retrouvées sur le site. Ensuite, je pense que je ne pouvais pas terminer les découvertes. Ceci, les armoiries royales de Grande-Bretagne, c'est pas une découverte archéologique,
mais c'est une découverte qui provient de l'annonce du projet lorsque Pointe-à-Calière a fait un communiqué de presse en 2010 pour annoncer le début des travaux archéologiques sur le site. Et il y a eu un article, entre autres, dans le Globe and Mail, et M. Kaplan, Robert Kaplan, qui était ministre dans le gouvernement de Trudeau père dans les années 80, quand il a lu l'article, il est venu nous voir, il nous a apporté cet objet-là. Il a dit, c'est une pièce que j'ai achetée dans une foire d'antiquité dans l'État de New York. Le vendeur, qui était un Québécois, m'avait mentionné que ça avait été, ça provenait de l'édifice du Parlement qui a brûlé au 19e siècle. Il dit, j'ai pas cru à son histoire, mais je trouvais que c'était une belle histoire, mais surtout un objet intéressant. Alors, il l'a acheté, il l'a mis dans son salon, dans son appartement à New York. Et quand tu as vu l'article sur les fouilles, il s'est dit, finalement, peut-être que l'histoire, c'est vrai. Alors, il nous a apporté l'ouvrage, l'œuvre, on a fait des analyses autant stylistiques que des couches de peinture. Il y a à certains endroits 32 couches de peinture. Et la plus ancienne, la couche de fond, qui est un enduit blanc de protection, c'est une couche qui a été mise au point en 1820, nous ont dit les spécialistes de l'ICC. Alors, ça vient comme donner une autre confirmation. Et la fameuse aquarelle de James Duncan, où on voit les fameuses armoiries au-dessus de la chaise de l'orateur. Je pense que les proportions sont exactement les mêmes, la coloration et tout. Alors, ça a été un match presque parfait. En tout cas, on a la conviction à 99%. Il y aura toujours un petit doute, mais je pense que on est assez confiant que cet objet-là il fait déjà partie des collections de Pointe-à-Calière. Alors, c'est un des objets essentiels qu'on espère un jour mettre en valeur de façon permanente dans un projet de mise en valeur in situ. Alors, je pense que la présentation d'aujourd'hui, si elle ne vous a pas convaincu de l'importance du site, vous ne le serez sans doute jamais. Mais nous, en tout cas, je pense qu'avec l'importance des recherches, le fait que aussi c'est un site archéologique qui est classé par le ministère de la Culture depuis 2012, reconnu aussi par le gouvernement du Canada comme lieu des parlements de la province du Canada, avec 2 autres lieux à Kingston et à Toronto et Québec. Alors, c'est le fait que le site est extrêmement bien conservé sur 5 mètres de profondeur. C'est un projet que nous mettons de l'avant, donc mise en valeur in situ, accessibilité du public et une pérennisation de ce dernier grand site archéologique à Montréal. Alors, c'est un projet pour l'avenir que le musée met de l'avant. Alors, je pense que nous serons prêts, Léon, à passer aux questions. Oui, merci beaucoup. Donc, ça, il nous reste environ 8 minutes. J'invite les gens soit à mettre dans le chat, si vous me permettez l'expression, ou lever la main pour me faire part que vous souhaitez poser une question à des conférenciers ou conférencières. J'ai une question moi-même. Ce sont vraiment des résultats très impressionnants qui découlent d'un projet passionnant. Une question qui me vient en tête, c'est comment vous avez réussi l'interface entre les sources, l'analyse, résoudre les contradictions. Tout à l'heure, François a parlé de l'enjeu de la couleur des chaises. Donc, si on prend juste cet exemple-là, comment on prend une décision pour choisir la couleur qu'on va représenter dans le modèle 3D? En fait, c'est que les chaises aujourd'hui sont de couleur verte et puis sur l'aquarelle de Duncan était rouge. Hein? C'est ça, Louise. On essayait de voir est-ce que Duncan s'est trompé ou est-ce qu'elles étaient rouges à l'époque. Donc, on a fait aller nos contacts. Je pense que c'est venu de l'Assemblée nationale, non, Louise? Oui, c'est ça. C'est les historiens de l'Assemblée nationale, l'équipe de Christian Blais, qui nous ont démontré que ils avaient des preuves que les chaises au Parlement de Québec, les fauteuils des parlementaires, dans ce qui est l'Assemblée législative. Donc, l'Assemblée législative, c'est l'équivalent de la Chambre des communes aujourd'hui au Parlement d'Ottawa. Mais celle de Québec
elles étaient rouges. La couleur du tissu était rouge. Et c'est donc sans doute beaucoup plus tard que le vert a été choisi par l'institution comme étant une couleur. Je sais qu'en Grande-Bretagne, le vert était la couleur de la Chambre des communes. Mais la Chambre des communes. Donc, on s'est posé cette question-là. Est-ce que ça se peut que Duncan se soit trompé de couleur? Est-ce qu'il a dessiné ça de mémoire? Mais la vérification qui a été faite au Parlement de Québec, où on avait des descriptions sur papier, là, donc, ça a permis quand même de nous assurer que Duncan, finalement, n'a pas imaginé la couleur rouge alors que ça devait être vert. Je pense que ça aurait été difficile, surtout pour un artiste, d'aller aussi loin dans l'erreur. Sur cette aquarelle, il a fait une petite erreur. Cependant, je pense que ça mérite d'être souligné. Les armoiries qu'il a dessinées, il a inversé le lion et la licorne. Alors, ça, c'est vraiment une bizarrerie parce que on s'est dit, est-ce que c'est la diapo qui a été photographiée inversée? Mais la signature de Duncan dans le coin droit qu'on ne voit pas sur cet extrait, mais la signature de Duncan nous fait dire que non, il n'y a pas eu une inversion de la photographie d'une diapo, par exemple, ce qui aurait pu arriver. Alors, il y a vraiment inversé l'ordre du lion et la licorne, ce qui est quand même assez surprenant là, pour un sujet britannique. Oui, merci beaucoup. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? C'était clair, hein? Oui, c'était clair, c'était vraiment parfait. Donc, ça, c'est vraiment la confrontation des sources. C'est un exercice absolument fascinant quand on travaille en modélisation 3D parce qu'il faut, à chaque étape, il faut prendre des décisions. Donc, on ne peut pas laisser des choses floues. Oui, ce que je pourrais ajouter, c'est que le site, c'est pas parce qu'on vient de publier un livre, d'ailleurs, il est accessible dans toutes les bonnes librairies, en anglais et en français, évidemment. Mais c'est une recherche qui se poursuit, d'ailleurs, avec notre équipe ici au musée François Hendrick. On continue à faire la restauration de la collection et à travailler sur l'interprétation in situ. On se sert de schémas, mais on se sert de beaucoup d'autres outils, confrontation avec les sources historiques aussi. Il y a des découvertes qui sont faites encore. Chaque mois, on tombe sur des nouvelles informations et c'est vraiment extrêmement intéressant. Et d'ailleurs, prochainement, là, il y a une journaliste de la Gazette qui s'intéresse beaucoup au projet, a écrit récemment un article dans le Globe and Mail, Marianne Scott, elle a présenté entre autres une famille de descendants de marchands dont les ancêtres étaient des bouchers au marché Sainte-Anne. Le marché Sainte-Anne sur lequel on a fait les fouilles. Alors, c'est extrêmement intéressant parce que c'est le genre de données qui nous arrivent parce qu'on amène dans l'espace public un sujet comme ça et les gens peuvent avoir de l'information, mais ne savent pas que c'est d'intérêt public. Alors, ils viennent nous voir et partagent un peu comme M. Kaplan l'a fait pour les armoiries. Il y a des découvertes comme ça qui surviennent au fur et à mesure et c'est extrêmement intéressant. Parfait. Une question de Justin qui nous demande si Duncan était peut-être un Écossais, ce qui pourrait expliquer peut-être l'inversion de la licorne et du lion. Donc, est-ce que vous connaissez l'origine de Duncan? En fait, Duncan est un Irlandais. On y avait pensé à cette explication-là avec le nom de Duncan. On s'est dit, il est peut-être écossais, puis là, on avait regardé, mais non, finalement, il était irlandais. Donc, on s'est dit, OK, peut-être qu'il avait fait juste un Easter egg, comme on appelle, où il avait changé quelque chose pour se faire plaisir à lui-même, mais non. Et puis, justement, Alain Roy vient de nous partager un article de Marianne Scott dans la Gazette. Donc, vous pouvez cliquer sur le lien dans le chat pour le joindre. Et puis, Mathieu nous demande si l'architecture du marché Sainte-Anne a inspiré celle du marché Bon Secours. Et après, Véronica a quelque chose d'important à nous dire.
Donc, est-ce qu'il y a des liens entre l'architecture du marché Sainte-Anne et ensuite ce qui va bien pour On le est à marché l'époque des grandes constructions néoclassiques, donc c'est certain qu'il y a des influences qui sont traitées d'un côté ou de l'autre. Je pense, par exemple, le marché Sainte-Anne, il est grandement, j'en ai pas parlé, mais il est grandement inspiré par le Quincy Market à Boston, qui est toujours là. D'ailleurs, on est allé avec Louise et les dimensions, les proportions sont les mêmes. Donc, c'est vraiment un courant qui était en vogue. On pense surtout aux inspirations néoclassiques, des frontons, les colonnes, la symétrie hein, qui est pratiquement parfaite d'un côté à l'autre. Donc, il y a sûrement, oui, ça doit tout faire partie du même bagage d'influence architecturale de l'époque. Véronica? Oui, ben en fait, c'est pas une question, je me permets il est 13h pile, on respecte l'horaire, mais de remercier tout le monde qui a été présent et présente aujourd'hui, nos intervenants. C'est vraiment un projet qu'on est très fiers d'avoir mis en valeur, qui est un chantier là, sur plusieurs décennies puis qui va se poursuivre. Donc, j'invite les gens à suivre nos activités, évidemment celle de Pointe-à-Calière. Et ça conclut aussi notre saison de Midi du Labo que vous pouvez, comme Claudel l'a indiqué, revoir et aussi vous informer. Là, on termine notre saison des Midis du Labo, mais on a encore quelques nouvelles pour vous jusqu'à la fin du mois de juin. Alors, merci beaucoup, puis à l'année prochaine.